Bonjour Youssef, merci d'être là sur cette matinale, comment ça va? Bonjour Raphaël, ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien, légèrement malade et surtout je suis patriote. Voilà, c'est bon. Emmanuel Macron, dans son allocution, c'est-à-dire on peut enlever les discours des fascistes et des dictateurs comme Donald Trump, les faux messages de paix de Vladimir Poutine. Notre président a parlé. Il va falloir servir la France. Il appelle les Français à se mobiliser. Donc là, c'est de notre devoir, comme le disent tous les intellectuels de plateau. Hein. Beaucoup d'intellectuels disent, eh ben oui, si vous vous considérez vraiment de droite, et oui, les gens de droite, les patriotes, eh ben c'est le moment de servir la France. C'est le moment de servir Macron. Et c'est vrai que ça semble marcher, Youssef. Alors, Youssef, première question, j'ai pu parler tout à l'heure des sondages qui montraient que 43% des Français étaient prêts à mourir à la guerre pour l'Ukraine. Youssef, prêt à mourir pour la guerre en Ukraine? Comment ça se passe? Moi, évidemment, j'y crois pas à ce sondage. J'imagine pas 43% des Français prêts à mourir tout court, et encore moins pour l'Ukraine. Déjà, est-ce qu'il y a 43% des Français prêts à mourir pour la France? Moi, j'ai un gros doute. Moi, j'ai un très très gros doute là-dessus. Donc non, tout ça, excusez-moi, mais c'est du flan. Pour rebondir sur ce qu'a dit la ministre danoise, là, elle a dit que s'il y avait un accord de paix, la Russie retournerait en Russie, mobiliserait ses forces, etc., et puis attaquerait un autre pays. Donc en fait, implicitement, ce qu'elle propose, c'est de détruire la Russie. Puisqu'en fait, tant que la Russie n'est pas détruite, la Russie peut mobiliser des forces et attaquer des pays. Donc en fait, la Russie, si on l'écoute, est une puissance impériale sans limite, voilà, qui veut envahir toute l'Europe, voire le monde entier, et par conséquent, il faut détruire l'État russe. C'est ça l'implicite de son discours. Mais tenter de détruire l'État russe, qui a plus de 6000 ogives nucléaires et des vecteurs hypersoniques, ça signifie détruire la Russie et le monde. Enfin, détruire l'Europe et le monde. Voilà. Donc, bon, tout ça n'est pas très sérieux. Moi, mon analyse, c'est que les dirigeants européens ont besoin de la guerre. Ils en ont besoin parce que si la guerre s'arrête, eh bien, il faudra assumer les conséquences politiques de la défaite et rendre des comptes à leur peuple. Donc, tant qu'il y a une crise du terrorisme, du Covid, de la guerre en Ukraine, etc., un ennemi extérieur, ou intérieur, ou invisible, ou tout ce que vous voulez, ça permet de maintenir les peuples en rang, sous pression, sous la menace, avec un état d'exception permanent et une suspension de l'état de droit. Alors là, donc, les dirigeants européens se retrouvent dans une situation très compliquée parce qu'ils ont la Russie qui a gagné la guerre contre l'OTAN en Ukraine. Ils ont Donald Trump, l'administration Trump, qui fait un virage à 180 degrés et qui change d'orientation géopolitique, puisque c'est pas dans les intérêts des États-Unis de poursuivre la guerre contre la Russie. Et là, les dirigeants européens se retrouvent être les dindons de la farce, puisque en fait, c'est comme si les démocrates avaient perdu. Quand je parle de démocrates, c'est le Parti démocrate. Donc les néoconservateurs et les globalistes, parce que c'est ça aujourd'hui le Parti démocrate. C'est la fusion des globalistes et des néoconservateurs. Donc ils ont perdu aux États-Unis, mais ils n'ont pas perdu ailleurs. Ils sont toujours en Europe. Et donc ça donne une situation assez étrange où on a l'hégémon américain, qui est la puissance dominante de l'Occident, qui est en contradiction politique et idéologique avec ses vassaux. Donc c'est étrange comme situation. Et vous avez donc ces vassaux qui sont assis sur un volcan, c'est-à-dire leur peuple en colère avec une inflation galopante. Moi, quand je regarde là, les prix, je sais pas si vous regardez les prix des voitures aujourd'hui et d'avant le Covid et d'avant la guerre, enfin, je veux dire, ça a explosé. On n'est plus dans le même monde. Par conséquent, il faudra rendre des comptes. Vous savez, Karl Marx avait comparé les effets de la guerre sur un État aux effets de l'air libre sur une momie. Vous voyez ?
Et en fait, c'est une sorte de stress test, c'est un test pour la solidité de l'État. Là, la guerre a été perdue. La délégitimation du pouvoir est là. On voit une déstabilisation des pouvoirs européens, surtout ouest européens, avec des successions de gouvernements. Je veux dire, en France, on a connu 4 premiers ministres différents. Là, le François Bayrou est complètement dans les choux. En Grande-Bretagne, il y a eu je ne sais pas combien de premiers ministres depuis la guerre en Ukraine, avec avec des premiers ministres complètement délirants, dont j'ai oublié déjà le nom, celle qui proposait de mener des frappes nucléaires contre la Russie, et qu'une guerre nucléaire valait le coup. Donc on a des élites européennes qui sont folles, des régimes européens qui sont branlants, ils sont en voie de décomposition, et maintenant en fait une guerre qui est sur 3 fronts. Ils sont en guerre contre l'administration Trump, ils sont en guerre contre leurs propres peuples européens, et ils sont en guerre contre la Russie de Poutine. Donc, la guerre doit être maintenue, même si elle est maintenue virtuellement. En fait, il faut maintenir une confrontation pour maintenir l'esprit des peuples européens dans un état de guerre, même si on ne rentre pas dans une confrontation directe contre la Russie. Donc on a des gens qui sont perdus et qui sont donc extrêmement dangereux. Là, on est vraiment dans une phase très très dangereuse en Europe. Mmh. Absolument. Je rappelle, le titre, de ton précédent ouvrage, qui n'est pas en collaboration, je veux dire le livre de Youssef Indy, c'est «La guerre des États-Unis contre l'Europe», avec ce repli, voilà, avec le repli des élites globalistes, sur le sol européen. Et là, on voit aujourd'hui la volonté, représentée par, le discours de Ursula von der Leyen de réarmer l'Europe en urgence, un projet de 800 milliards d'euros. Là, on voit aussi toute la construction narrative qui est en fait il ne faut absolument pas, il faut imposer la paix par la guerre et par la force. Bon, voilà, on reprend une formule de civis pacem parabellum d'une manière assez différente. Surtout, bon, c'est dans un contexte où on est entouré de camées, de transgenres, d'invertis, etc. Donc, je ne sais pas si les Romains se retombent dans leur tombe avec ces paroles-là. Cependant, donc, on pourrait dire aujourd'hui que ça va être, on avance vers la guerre de l'Europe, de la nouvelle Europe, de cette Europe puissance contre le monde, c'est-à-dire contre les États-Unis, contre la Russie, etc. Première question, Youssef, étant donné qu'on voit une volonté de mobilisation économique et aussi industrielle, de relance industrielle. Est-ce que c'est une illusion pure, ou alors est-ce que cette élite a les moyens d'accumuler assez de ressources pour pouvoir maintenir ce narratif de guerre et même ces tensions militaires? C'est très problématique pour eux parce que aucun des pays européens n'est en capacité de mener une guerre de haute intensité contre la Russie. Ceux qui sont capables de mener cette guerre, en fait, c'est la coalition de l'OTAN qui arme les Ukrainiens et qui utilise la chair à canon ukrainienne pour mener une guerre de haute intensité. Mais les pays européens eux-mêmes n'ont pas l'entraînement, ils n'ont pas les hommes, ils n'ont pas l'armement nécessaire pour mener une guerre de haute intensité. Par conséquent, si Donald Trump arrive à tordre le bras à Zelensky, comme il est en train de le faire, apparemment, et qu'il impose la paix à l'Ukraine, en fait, il impose la paix en passant au-dessus de tous ses vassaux. Donc si Zelensky et son entourage, surtout, l'entourage de Zelensky accepte, parce que vous voyez ce qui s'est passé, il est parti à la Maison-Blanche, il a saboté l'accord de paix, il est venu en Europe, il a été acclamé par les dirigeants européens qui ont besoin de lui, en fait. Ils ont besoin de Zelensky en tant que belliciste anti-russe pour se maintenir eux au pouvoir. C'est pour ça qu'ils sont aussi attachés à Zelensky et à la guerre. Et ensuite, il arrive en Ukraine, et là, il change de discours. Il dit... il fait un tweet en disant, en gros, qu'il remercie Donald Trump, qui lui avait envoyé des javelines durant son premier mandat, et qu'il était prêt à passer un accord rapidement avec les États-Unis, un accord qui met en jeu, en fait, qui livre les terres rares aux États-Unis pour mettre fin à la guerre. Ça veut dire qu'en arrivant en Ukraine,
son entourage, qui a constaté que Donald Trump mettait un terme à l'aide économique, financière et militaire, a dû lui dire, bon, là, on arrête les frais. Puisque c'est bien beau l'Union européenne, les pays européens, mais sans l'aide militaire américaine, il ne peut pas y avoir de guerre en Ukraine. Ils ne peuvent pas continuer la guerre. Donc, il s'est plié. Il s'est plié au desiderata de Trump. En tout cas, c'est la situation actuelle. Donc, si cet accord de paix est concrétisé, donc par Donald Trump, l'Amérique de Trump, la Russie de Poutine, et puis Zelensky à qui ils ont tordu le bras, il va être très difficile aux Européens. Enfin, je veux dire, ils vont pas aller en Ukraine pour mener la guerre à la place des Ukrainiens. donc, donc, donc de ce point de vue, on peut être optimiste et se dire que là, en fait, ça sent la fin pour les dirigeants européens, d'où ces crises d'hystérie, cette agitation dans tous les sens, parce qu'une fois que l'accord sera mis en place, eh bien, les dirigeants européens devront faire face à leur peuple et arriver avec un bilan. Sauf une autre crise. Peut-être très bien avoir le déclenchement d'une autre crise, une autre pandémie ou je ne sais quoi. C'est possible. Mais ce que l'on remarque, c'est que depuis une dizaine d'années, les élites européennes, occidentales en général, ne se maintiennent qu'avec des crises. Je veux dire, les guerres au Proche-Orient, guerre au Maghreb, terrorisme, pandémie, guerre en Ukraine, guerre contre la Russie, etc., etc. Et si tout d'un coup, on arrive à un Yalta, c'est-à-dire un partage du monde entre les grandes puissances qui permettent une paix relative, et peut-être temporaire, parce que le problème c'est qu'aux États-Unis, on a un régime qui est instable. Un coup, c'est les néoconservateurs globalistes, un coup, c'est les Trumpistes qui arrivent au pouvoir. Mais en tout cas, dans cette situation de Yalta 2, de partage du monde, là, les dirigeants européens sont perdus. Et comme je l'ai déjà dit, ils ont perdu la guerre comme on perd un être cher. On a les pays donc, qui se mobilisent pour pouvoir lever des fonds. Emmanuel Macron, qui, je le rappelle, nous a annoncé une nouvelle ère. Encore une. Dis donc, on est quand même gâtés. On a l'Allemagne qui veut, mais là, dans le bon sens de l'histoire, apparemment, lever 100 milliards, enfin casser le frein de la dette pour pouvoir trouver 100 milliards et permettre de réarmer l'Allemagne. On a différents pays comme ça qui vont devoir se mobiliser. C'est le grand sujet, c'est oui, mais on n'en a pas les moyens. Donc on a la France qui a commencé à donner un peu quelques idées, comme par exemple d'aller chercher des investissements privés et aussi pouvoir aller piocher dans l'épargne des Français. On a Ursula von der Leyen qui nous explique qu'il va y avoir aussi donc, des emprunts, de la dette. Quels peuvent être les effets Est-ce que les élites européennes ont conscience du fait qu'il semblerait, sur le papier, que cette grande mobilisation financière avec ce narratif guerrier de l'économie de guerre, eh bien, ne peut amener qu'à un mur, à un éclatement. C'est-à-dire qu'on est face à des pays surendettés, qui ne peuvent pas, en plus, qui ont subi le mondialisme et la mondialisation avec une destruction de l'industrie en Europe. On a de grandes tensions sociétales aussi qui montrent une fracture entre la population et les représentants politiques. Youssef, est-ce que ces levées de fonds par la dette ne vont pas amener peut-être un côté optimiste quelque part, c'est-à-dire une rupture, un échec obligatoire et même rapide? Alors, déjà, premièrement, quand on parle d'investissement dans l'armement, etc., ça me fait bien sourire parce que, comme on l'a déjà dit, ils ont détruit leur propre industrie. Donc, mettre de l'argent pour produire des armes dans un contexte de désindustrialisation, je veux dire, la part de l'industrie en France dans l'économie est, je crois, de 9%. C'est tout à fait ridicule. Et donc cet argent-là investi, il peut redémarrer la machine productive, mais pas tout de suite, pas dans les prochains mois, dans les 5, 10, 15 ans. Pas tout de suite redémarrer une machine industrielle
dans un contexte de désindustrialisation aussi avancé, ça va être extrêmement compliqué pour eux. Ensuite, si ils vont piocher dans... Alors, ça fait des années, ça fait déjà une dizaine d'années que le FMI recommande d'aller piocher dans l'épargne des peuples pour résorber la dette. Donc, en fait, c'est simplement un prétexte. La guerre devient un prétexte pour aller taxer l'épargne des Français, ce qu'ils veulent faire depuis des années. Et effectivement, ça peut provoquer une réaction violente, puisque ce qu'on a remarqué depuis les Gilets jaunes, et puis ensuite avec les manifestations pendant le Covid, etc., les retraites, c'est que plus on avance, et plus on voit se mobiliser dans les manifestations, donc dans un mouvement de révolte générale, des classes supérieures. On commence avec les gilets jaunes, 1 500 €, puis on monte graduellement vers les classes moyennes. Et qui est-ce qui a de l'épargne? Ce sont les classes moyennes. Donc, à un moment donné, si vous tapez trop durement sur les classes moyennes, en plus des classes populaires, vous risquez d'avoir une mobilisation massive avec une étincelle. Je veux dire, les gilets jaunes, il y a eu l'étincelle de l'augmentation des taxes sur le carburant, puis ensuite ça a ouvert la boîte de Pandore. Donc on peut très bien avoir une situation comme celle-là. Alors imaginez un nouveau mouvement de révolte massif en France par exemple, dans un contexte où Donald Trump impose la paix en Ukraine, donc un contexte de victoire de la Russie contre l'OTAN, contre l'Europe en Ukraine, et donc dans un contexte général où la Macronie est en guerre contre Trump, contre Poutine, et là, contre un peuple en révolte. Je veux dire, parce que dans ce contexte-là, si on se retrouve dans une situation comme les Gilets jaunes, par exemple, aujourd'hui, avec Trump au pouvoir, vous pouvez très bien avoir une implication des États-Unis qui viendrait soutenir un mouvement de révolte comme celui-là. Parce que, comme je l'ai dit, dès l'arrivée de Trump au pouvoir, un des objectifs de l'administration Trump, c'est de se débarrasser des dirigeants européens actuels, pas parce qu'il veut libérer l'Europe, mais parce qu'il a besoin d'avoir des gouvernements européens alignés sur son administration, alignés sur l'administration Trump. C'est-à-dire alignés idéologiquement, politiquement et géopolitiquement. Or là, il se retrouve avec des Européens qui font du sabotage, qui lui mettent des bâtons dans les roues. Et pour un hégémon, c'est très compliqué parce que ça pourrait conduire à une décomposition de son système hégémonique. Donc là, bon, c'est de la politique fiction, je fais de la prospective, mais j'imagine juste des scénarios. Mais donc taper sur les Français, taper sur voler leur épargne, dans ce contexte-là, ce serait politiquement suicidaire. Mais qu'il y aille, moi je l'encourage, vas-y. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument, absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.